je suis un peu... oui, on va dire ça. J'aime bien, Oui. j'aime bien reprendre des entreprises en difficulté. Vous allez, Oui, vous allez créer. comprendre pourquoi. Ok, très bien. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, je vais te laisser te présenter peut-être. Tu le Oui. feras mieux que, Ah, on va le faire comme que ça. moi, parce que j'ai été complètement sur une autre mission il y a 30 secondes. Ça marche. Et puis voilà. Allez, vas-y, Jean-Philippe Ackermann, on l'applaudit s'il vous plaît, merci. Bien, merci. Bien, la moto attendra, vous inquiétez pas. Après, c'est le train qui est plus embêtant. Je vais me présenter moi-même, c'est plus facile en fait. Vous savez, parce que parfois, Mohamed, il me dit, donne-moi des notes pour te présenter et tout. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre classe de seconde? Oui, ça, hein, c'est pas si vieux. Si c'est vieux? Bien. Moi, je vais vous raconter ma classe de seconde. En fait, on habitait avec mes parents à Valence. Il y a des personnes qui sont de la région valentinoise par là, non? Non, vous êtes tous de Paris. On habitait la région de Valence et j'avais vraiment envie d'être un peu libre. Vous savez, quand on est adolescent, on a envie d'être un peu libre. Et donc, je leur avais demandé qu'ils me mettent en pension. Et pour beaucoup, la pension, c'est catastrophique, quoi. Pour mes parents, c'était vraiment quelque chose de... Oh, la pension, non, c'est dur, etc., etc. Mais moi, j'avais envie d'aller en pension parce que j'avais envie d'être libre. Alors, j'arrive à les persuader et ils me mettent en pension à Sainte-Colombe-les-Vienne, c'est à côté de Vienne, comme le nom l'indique, à 100 km, à 1 heure de Valence. Et cette année, je ne sais pas vous, votre classe de seconde, mais moi, cette classe de seconde, elle a été extraordinaire. Elle a été fabuleuse. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Elle a été tellement extraordinaire qu'à la fin de l'année, le directeur général a téléphoné à mon père et lui a dit « Monsieur Ackermann, venez chercher votre fils, il est renvoyé immédiatement. » Une année, je ne vous dis pas. Donc, non, même pas attendu la fin de l'année. Donc, je m'imagine la tête de mon père, je m'imagine encore la tête de mon père parce que super diplômé, un peu sérieux, sévère et tout. Mais le directeur lui dit, Monsieur Ackermann, c'est pas tout. Non seulement votre fils est renvoyé immédiatement, mais il est autorisé à redoubler. J'ai adoré le autoriser. Il est autorisé à redoubler. Et là, je vois encore, je m'imagine la tête de mon père, mais c'est pas tout. Lui dit le directeur, parce que votre fils, là, l'année dernière en 3e, il avait loupé le brevet, donc on lui a fait repasser. Et il a échoué. En image footballistique, ce qu'on appelle un hat-trick, 3 buts. La même année, je suis renvoyé, je suis autorisé à redoubler et je loupe pour la 2e fois le brevet, qui est quand même un examen hyper compliqué, il faut bien l'avouer. Donc, mon père arrive, je monte dans la voiture, pas un regard, pas un bonjour, du silence, les yeux rivés sur l'autoroute. 1 heure de galère, 1 heure compliquée. On arrive dans l'appartement, il me dit, monte dans ta chambre, tu en ressortiras que quand je reviendrai. Quelques heures après, il revient et il me dit, voilà, Jean-Philippe, puisque tu es un feignant, puisque tu ne veux rien faire, puisque tu ne penses qu'à une chose, c'est à t'amuser, dès demain, je t'ai trouvé du travail, tu seras plongeur à l'hôtel des négociants, à Valence. Et il ferme la porte. Plongeur, c'est pas avec le masque, quoi. Hein. Et j'entends derrière discuter avec ma mère, puis j'entends discuter de plus en plus fort, et je les entends se disputer, et j'entends ma mère qui dit « Non, je ne veux pas que mon fils travaille, je veux qu'il fasse des études. » Alors, dès le lendemain, elle se met en quête de me trouver une école avec mon bon bulletin de notes. Personne ne veut me prendre sauf une. Une seule école veut me prendre. Un cours commercial, privé. Et la particularité de ce cours commercial Notre-Dame, c'est qu'il n'a qu'une section bac G. Ça vous dit bac G pour certains? Pour les plus récents, non, ça ne vous dit pas. C'était à l'époque, le bac, on ne savait plus où mettre on les mettait là.
On les mettait là. Mais bon. Mais attention, c'est que dans le bac G, il y avait 3 catégories. Il y avait le G3. Il y en a qui sont du G3 là? Ah, vous n'osez pas le dire, hein? Vous n'osez pas le dire. Le G3, c'était pourtant marketing, distribution, vente. Quand on les voyait passer, les gars de G3 et les filles de G3, on disait là, quand même, il y a du boulot, quoi. Hein. Puis il y avait le G2. Le G2, c'est les aristocrates. Le G2, c'était comptabilité finance. Et puis il y avait G1. G1, sténo, ça n'existe plus. Dactylo, ça n'existe plus. Correspondance commerciale, ça peut encore exister. Ils m'ont pris en G1. Quel bonheur. Quel bonheur, on était 3 garçons, 25 filles. Un plaisir immense. 3 ans comme ça, seconde, première, terminale, et je sors avec mon bac. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec un bac G1, les amis? Je peux faire assistante de direction, j'ai pas tellement envie. Je peux être secrétaire, taper, j'ai pas envie. Je peux être dactylo, je me dis, bon, c'est pas un métier pour moi. Et donc, je me dis, il n'y a qu'un seul métier que je peux faire. Un seul. C'est le métier de chef d'entreprise. Parce que là, on ne te demandera pas de diplôme pour être chef d'entreprise. On te demande simplement d'être enthousiaste, d'être positif, d'en vouloir, de te bagarrer, etc. Et donc, je me dis, je serai chef d'entreprise. Voilà, comme ça, décision. Alors, je me retrouve, par le plus pur des hasards, dans le Gers, à 23 ans, en train d'ouvrir un magasin de sport. C'est ma première société. Ça se passe pas mal. Il y a un petit problème, c'est que juste en face de magasin de sport, il y a une boîte de nuit. Et parfois, je ne sais plus si je suis propriétaire du magasin de sport ou actionnaire de la boîte de nuit. Je ne sais plus. Alors, c'est vrai que quand tu arrives le matin, les yeux comme ça, gérer une société, c'est compliqué. Ce qui fait qu'à 26 ans, je ferme la société. Donc, en 3 ans, j'ai appris à créer, à gérer et à fermer une entreprise. Vous savez que fermer une entreprise, c'est un acte managérial, qu'il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire proprement. Bien, la vie commence bien. Bac G1, une faillite, il faut que je trouve du boulot quand même là. J'apprends que dans le monde mutualiste, ils cherchent des commerciaux. Donc, me voilà embauché à Avignon, dans une mutuelle de 75 salariés, pour être commercial, pour aller vendre des contrats d'assurance santé. Vous savez, aujourd'hui c'est obligatoire, mais à l'époque c'était facultatif. Donc je tourne dans Avignon, je tourne dans le Vaucluse, je tourne dans les Bouches-du-Rhône, je vends mes contrats, etc. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal qu'à tel point que 6 mois après, le directeur commercial a une légère attaque cardiaque, il prend sa retraite et que je me dis qu'il y a une belle opportunité quand même. Donc je postule pour être directeur commercial et à ma grande surprise, je suis nommé directeur commercial. Bon, il n'y a pas beaucoup de commerciaux, ils étaient 5. Mais bon, c'était sympa quand même. Ça se passe bien. 6 mois après, j'ai 27 ans. Un soir dans mon bureau, le directeur général vient me voir et me dit « Jean-Philippe, je prends ma retraite. » Je prends ma retraite. Je me dis, là, ma petite tête, il y a quand même une super opportunité, là. En plus, j'ai le profil. J'ai un bac G1. J'ai fait une faillite et j'ai jamais managé personne. Donc je me dis, j'ai le profil vraiment pour être directeur général d'une boîte de 75 salariés. Donc je postule. Je postule parce que je me dis, à 27 ans, tu n'as rien à perdre. Si ce n'est pas toi, ce sera quelqu'un de 40, 45 ans de plus âgé. Et ton opportunité, elle va partir, quoi. Alors je postule, ils me demandent une lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, je leur dis qu'ils me fassent faire un stage d'1 an. S'ils ne sont pas satisfaits, ils me remettront directeur commercial. S'ils ne sont pas satisfaits, ils me remettront commercial. Puis s'ils ne sont pas satisfaits, ils me mettront dehors. Quelques semaines se passent. Réunion du conseil d'administration. Le directeur général vient me voir. Il me dit « Jean-Philippe, on t'a nommé directeur général de la société. » J'étais content. À 27 ans, tu t'imagines, 75 salariés, gérer
gérer une boîte, c'est bien, quoi. Donc on fait ça avec mon épouse, on boit du champagne, on fait la fête. Le lendemain, j'arrive au bureau, je reprends ma place, et le directeur, non, viens dans mon bureau, on va montrer que c'est toi le directeur général. Je vais t'apprendre ton métier. Je dis, super, bravo. Puis j'ai dit, ben, tiens, pour apprendre le métier, je voudrais voir les comptes. Il me dit, non, les comptes, tu as le temps, on verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, apprends bien à manager, quoi. Ok, très bien. Le lendemain, je reviens, et j'avais appris quand même un bac G, un peu de comptabilité, vous voyez. Et je dis, je voudrais voir les comptes. Il me dit, non, mais les comptes, on a le temps. On prend les relevés bancaires, on passe les écritures, c'est toujours juste. J'ai commencé à m'inquiéter un petit peu, là. Et puis le troisième jour, je dis, là maintenant, d'un air autoritaire, je dis, maintenant, je veux voir les comptes. Et là, j'ai compris pourquoi on m'avait nommé directeur général. La boîte était, comment dire, pas très bien portante, pour dire même plus que mal portante. Elle était à deux doigts de fermer. Elle avait un découvert, elle avait des déficits, elle avait tout ce qu'il fallait. Et ils m'ont nommé, je l'ai appris plus tard, ils m'ont nommé parce qu'ils s'étaient dit, on ne va pas débaucher quelqu'un de 40, 45 ans parce que c'est un piège. Le gamin qui est là, il a envie, lui, de le faire. On va lui donner. S'il échoue, c'est dans l'ordre des choses, mais va savoir. Il peut peut-être réussir. Bien, me voilà là. Me voilà avec mon bac G1, ma faillite, à devoir manager 75 personnes à qui il va falloir dire on n'est pas très bien. Je n'avais pas grande compétence managériale, mais j'avais une conviction. J'avais une conviction très très forte, une conviction qui était ancrée. En fait, à l'âge de 21 ans, j'ai compris une chose, ce que j'appelle une révélation. J'ai compris qu'on vivait qu'une fois. Non, on ne vit qu'une seule fois. J'ai compris qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour. Ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Parfois, on me dit, Jean-Philippe, maintenant que tu as un peu plus de 21 ans, qu'est-ce que tu referais dans ta vie? Tout, je dis tout. Pourquoi? Parce que je ne peux rien changer. Donc je fais en sorte que mon passé soit le plus beau possible. Et puis, quand je compte bien, je m'aperçois qu'on a une espérance de vie de l'ordre de 30 000 jours. Alors, à 21 ans, je prends cette décision, qui est un marqueur pour moi, qui fait que ma vie, forcément, a été différente. Je prends la décision d'être heureux le reste de ma vie. Une vraie décision. Pas une décision comme ça. Une décision qui marque. Et j'ai compris ce jour-là que le bonheur n'était pas une conséquence, mais que le bonheur était un choix. Ça n'empêche pas d'avoir des hauts et des bas. Mais prendre une décision d'être heureux, ça permet de rebondir beaucoup plus facilement quand les situations, comme aujourd'hui par exemple, sont difficiles. Le 16 mars, j'ai perdu 100% mon chiffre d'affaires. 100%. Heureusement que j'ai décidé d'être heureux. Vous imaginez si j'avais décidé d'être malheureux? Il ne me restait plus que le fusil. Alors, je reviens à mon entreprise, à mes 75 salariés, je me dis, mais qu'eux aussi, ils n'ont qu'une vie, une seule vie. Je me dis qu'eux aussi ne peuvent pas faire le chemin retour. Je me dis qu'eux aussi, ils ont une espérance de vie de 30 000 jours. Pour certains, beaucoup moins. Et donc, je décide, on est en 1980, ce n'est pas tendance, ce n'est pas la mode. Je décide de mettre en place un management basé sur le bien-être. Pas sur le bonheur est tellement aléatoire, mais sur faire en sorte que mes collaborateurs ils soient heureux de venir le matin. Faire en sorte que mes collaborateurs ils soient heureux le soir de partir. Et de dire à leur entourage, à leur famille, à leurs amis, on fait un super job. Alors je mets en place un management qu'on appelle bienveillant, respectueux. Et ça a l'air de marcher. Et puis je prends une deuxième décision. La deuxième décision, c'est que je me dis que si j'arrive tous les matins en faisant la tête, vous savez que, je ne sais pas vous, mais il y a des managers le matin, quand ils arrivent, ça va, non, ça ne va pas. On ne rigole pas ici, hein, c'est sérieux. Hein. On va s'en tirer. Et bien sûr que non, qu'on ne va pas s'en tirer. Vous savez que vous avez des managers comme ça? Et je me dis que si je manage comme ça, tous les matins en faisant la tête, en étant triste,
je suis sûr du résultat, on va échouer. Alors je décide d'être optimiste. Je décide de mettre l'optimisme au cœur de mon management. Je décide de donner de l'espoir, de donner du futur, de donner une vision. Et en un an, sans compétences managériales, mais avec ces deux convictions, le bien-être des collaborateurs et l'optimisme des dirigeants, en un an, nous redressons la société. Il n'y a pas gros bénéfice, mais il y a bénéfice. Alors, puisque ça a marché, derrière, on me confie d'autres entreprises. Et puis plus tard, une grosse mutuelle de Marseille, 270 salariés, me demande si je veux bien la redresser. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales lui donne 1 an. Je dis d'accord, une condition, c'est que je fusionne les deux, je crée un groupe de 350 salariés. Et là, avec les mêmes convictions, avec un peu plus de compétences managériales, nous redressons cette société. Alors les amis, qu'est-ce que j'ai appris? Par cette expérience, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, mais que j'ai mis en pratique. Je ne savais pas que l'optimisme est une forme de courage. Vous savez, il fallait être courageux de prendre une société et de se dire « Ok, on va faire en sorte qu'elle se redresse ». Vous savez, il faut être courageux en ce moment avec le confinement, avec le Covid, avec le Covid, et ce qui se passe avec les annulations. Ce matin, on discutait avec Philippe Bloch. Nous, ça tombe les annulations en ce moment. Il faut être courageux. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il faut mettre l'optimisme, c'est quand ça ne va pas. Et l'optimisme est une forme de courage, mais qui donne confiance. Sans le savoir, j'avais donné confiance à mes collaborateurs. Et ça mène au succès. Alors, je sais ce que vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire, Jean-Philippe, tu es bien gentil, mais ça, c'était en 1980. Les temps ont changé. C'est tellement différent aujourd'hui. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est pour ça que je vais appeler mon ami Épictète, qui a juste 2000 ans, et qui nous disait à l'époque, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et puis, ce proverbe asiatique que j'ai repris comme titre de mon livre, « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces ». Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quel que soit l'événement, j'ai toujours la double lecture, toujours. Je peux regarder le négatif ou je peux regarder le positif. Quel que soit l'événement, aussi fort, aussi puissant qu'il soit, j'ai toujours cette double lecture. Je peux regarder la menace, mais je peux aussi regarder les opportunités. Je peux regarder les problèmes, mais je peux aussi regarder les solutions. Et ça ne m'appartient qu'à moi, ça ne nous appartient qu'à vous. Vous avez ce choix-là, nous avons ce choix-là. L'événement est l'événement. Souvent même, il est passé. C'est à moi de regarder du bon côté de la tranche, la face que je souhaite. Alors, vous avez Boris Cyrulnik qui nous dit l'optimisme ou le pessimisme n'ont rien à voir avec la réalité. Ils sont en fonction de la représentation que l'on se fait du réel. Oui, quel que soit l'événement, je peux toujours faire de ma vie, si je le veux, une œuvre d'art. Alors, vous avez compris que l'optimisme, c'est un choix. C'est un choix qui est ouvert à chacun d'entre nous, comme le pessimisme du reste. C'est aussi une vision d'avenir. Et je voudrais là, à ce moment de mon propos, faire une différence entre positif, négatif, optimiste, pessimiste. Parfois, on confond. Ah, mais tu râles, c'est pas normal que tu râles, tu es optimiste, tu n'as pas le droit de râler, toi. Faux. On a le droit de se plaindre parfois. Vous savez, quand je perds 100% de mon chiffre d'affaires, je n'ai pas fait la fête. D'accord? Je suis même un peu en colère. Comme ce matin, coup de fil, conférence de 600 personnes à Brest annulée. On a le droit de ne pas être content. Le positif ou le négatif, c'est une valeur d'appréciation de l'instant. Vous aimez ou vous n'aimez pas. J'apprécie ou j'apprécie pas. Vous pouvez vous dire, là, le conférencier est sympathique, mais bon, on a autre chose à faire, quoi.
On a des leads à conclure. Négatif. Vous pouvez vous dire aussi, le conférencier est super sympa, c'est vachement bien, j'adore. Positif, négatif, pourtant toujours le même conférencier. Toujours au même endroit, à la même heure, avec le même slide, avec le même public. Mais chacun d'entre nous, on peut avoir une appréciation différente. Alors que l'optimisme et le pessimisme, c'est une vision de l'avenir. Soit je pense que l'avenir va être catastrophique, on ne va pas s'en tirer, que ça va être là, ça va être pessimiste. Soit je pense qu'avec le même événement, on va s'en tirer, on va trouver des solutions. Et qu'au contraire, même, on va trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés. Optimiste. Mais c'est toujours le même événement. En fait, un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Un optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. C'est la grande différence. Mais c'est important dans l'entreprise. Pourquoi c'est important dans l'entreprise ? Parce que, consciemment ou inconsciemment, je vais mettre en corrélation des actes et des actions qui vont me donner raison. Si je suis pessimiste, consciemment ou inconsciemment, mes collaborateurs, moi, je vais créer les conditions de l'échec. Tu vois, je te l'avais bien dit. C'était impossible. On ne pouvait pas réaliser ça. C'était fou. Je t'avais dit au départ que ce n'était pas possible. Je me donne raison. Mais quand, au contraire, je mise le management, ce que j'appelle l'optimisme managérial, je vais aussi inconsciemment ou consciemment créer des actes et des actions pour me donner raison. Tu vois, je te l'avais dit, c'était possible. C'était possible de changer de marché. C'était possible d'inventer de nouveaux produits. C'était possible de se relever. Ah, ça a été compliqué, oui, mais on l'a fait. Alors, cette façon de penser, elle donne des résultats. Et je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont 2000 études qui ont été faites par Harvard sur les entreprises qui ont délibérément mis l'optimisme en cœur de management. Au niveau des ventes, ça peut vous intéresser, vous qui êtes dans le market. Les ventes, en moyenne, c'est plus 37%. Je dis bien en moyenne. Ça veut dire qu'il y a moins. Ça veut dire qu'il y a aussi plus. En moyenne, la productivité augmente de 31%. Ben oui. Si mes collaborateurs sont bien dans l'entreprise, quoi que soient les événements, ils vont avoir envie de s'investir. Ils vont avoir envie d'agir. Mon efficacité, plus, je me souviens bien, 19%. Et puis, deux chiffres intéressants, qui sont l'absentéisme, où l'absentéisme, on la voit baisser de 26%, ce qui est énorme, parce que vous savez, vous, en tant que manager, que l'absentéisme est une clé de motivation ou de démotivation. Vous savez ça. Vous savez que l'absentéisme est une conséquence. Et puis, on parlait de fidélisation, je crois, ce matin. En termes de turnover, moins 6%. Simplement, parce que j'ai décidé en tant que patron, en tant que manager, de regarder les opportunités plutôt que la menace, de regarder les solutions plutôt que le problème, de regarder le positif plutôt que le négatif. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Comment ça fonctionne ce que j'appelle le schéma de la réussite ? On est d'accord que vous avez tous des objectifs. Ces objectifs, ça va donner un résultat. Il sera atteint ou non atteint. C'est binaire. C'est binaire. Parfois, on me dit la vie est grise. Oui, non, c'est binaire. Est-ce que 99% d'un objectif, est-ce que le résultat est atteint ? Ben non. Parfois, on me dit oui. Ben non. Moi, est-ce qu'il y a des personnes qui font des marathons, là ? Non, je suis le seul. Bon, comme le bac G1, quoi. Ouais, non, on est quand même plusieurs. Bien. Vous imaginez si vous faites un marathon, c'est 42 km 195. Vous imaginez si vous faites 42 km, c'est bien. C'est même vachement bien. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas la médaille, tu n'as pas le maillot finisher et tu n'es pas sur les résultats. Si ta femme, elle cherche les résultats, elle ne te voit pas. Tu dis, tu étais où le jour-là ? J'ai fait un marathon. Non, tu n'as pas fait un marathon, tu n'es pas sur les résultats. Tout ça pour 195 mètres, c'est quand même idiot. À nos enfants, on ne leur dit pas, pour avoir le bac ou un examen, il faut que tu aies 9. Non, on leur dit au moins que tu aies 10. 99%, ce n'est pas réussi. Parfois, ce n'est pas grave. Parfois, comme dans une entreprise, ça a coûté 1,5 million d'euros.
Parce qu'au lieu de faire un panier moyen à 80 €, il l'avait fait à 79,24 €. Mais il y avait du monde. 100%, les amis. C'est la réussite. Vous allez dire, ok, ça, Jean-Philippe, merci, mais ça, je le sais. Je sais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un résultat? Il faut se mettre en action. Ça, vous le savez tous. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Sauf que regardez ce que j'ai dit. Action légère ou action massive. Quel que soit l'objectif, qu'il soit bas, moyen, haut. Si je veux réussir, il faut que je mette des actions massives. Vous croyez que Mohamed, il a réussi à vous faire venir en étant comme ça, en dormant, là? Non, action massive. Je sais le nombre de fois qu'on s'est téléphoné. Et je me dis que si moi, il m'a téléphoné autant de fois, il a dû téléphoner autant de fois à d'autres. C'est vrai, action massive. D'accord? Vous allez me dire, ok, mais d'accord, Jean-Philippe, ok, mais tout ça, on le sait. On le sait. Mais quel est le carburant pour se mettre en action? Le carburant, c'est l'énergie. C'est l'énergie. Ça nous arrive parfois le matin, oh là là, on n'a pas envie. Hein. Ça vous arrive ça? Moi, ça m'arrive. Hein. Pas vite. Le matin, tu n'as pas envie. Parce que vous savez, parce qu'on a 50 000 pensées, 40 000 pensées négatives, donc la nuit, parfois, les pensées. Je regarde l'heure, il faut que j'accélère. Les pensées, etc. Donc, vous savez, quand le matin, vous levez du pied gauche, vous avez deux solutions. Soit vous dites, bon, ben, vivement ce soir. Puis ça, on verra bien, ça passera. Puis parfois, ça passe pas, donc vivement la semaine prochaine. Vivement, hein. Ou alors, vous avez l'autre solution. Puis c'est dommage parce que si vous êtes dans cet état d'esprit du matin, quand vous arrivez au bureau, vous arrivez et vous dites, bon, je veux que personne ne m'embête aujourd'hui, hein, je ferme la porte. Que personne ne m'embête aujourd'hui, ça ne va pas, etc. C'était peut-être le jour où il y avait le plus beau contrat à signer. C'est quand même dommage. Ou alors j'ai une deuxième solution qui est de switcher et de me dire, bon, ok, j'ai mon énergie qui est basse, je vais me mettre en énergie élevée. Et là, il y a une solution, c'est qu'il faut avoir le matin un rituel. Un rituel qui va me permettre de modifier mon état d'esprit, de passer d'un état d'esprit down à un état d'esprit élevé. Quelqu'un a un rituel ici, le matin? Ouais, c'est bien un rituel. Confondez pas habitude et rituel. Hein. Prendre le café tous les jours à la même heure, ou sur le même bout de table, c'est une habitude. Un rituel, j'y pose une intention. D'accord? Je vous raconte mon rituel? Allez, je prends 2 minutes de plus, Mohamed. C'est pas prévu, mais je le prends. Par contre, je vous demande une chose. Je vous demande d'être vraiment indulgent avec moi parce que c'est hyper bisounours. Je vous demande de ne pas vous moquer, d'accord? On est d'accord? Vous avez le droit de rire, mais pas vous moquer. Je vous dis, voilà, moi, mon rituel, c'est quoi? Je suis marié depuis 40 ans. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu ne sais pas? Avec la même femme. Il faut être optimiste quand même. Hein? Avec la même femme, 40 ans. C'est quand même impressionnant. Et mon rituel, ce n'est pas une habitude, c'est un rituel. Mais même quand je suis en belle énergie, je le fais. Je vous assure que c'est vrai. Si elle était là, elle vous le dirait. Messieurs, écoutez bien, ça peut vous servir. Mesdames, ne dites pas mon mari, non, non. Tous les matins, la première chose que je fais, vous ne vous moquez pas, hein? La première chose que je fais un sourire à ma femme. Ouais, je sais, c'est bisounours, hein? Vous savez quoi? Un jour, j'ai changé, je lui ai dit qu'elle avait ronflé, qu'elle avait pris toute la place, ça n'avait pas marché, hein? Et vous savez pourquoi j'ai fait un sourire? Non? Mais parce qu'elle me le rend. En fait, les amis, la vie, je reçois toujours ce que je donne. Oui, d'accord. Vous le savez dans vos fonctions commerciales. Si j'arrive le matin en faisant la tête, il ne faut pas s'étonner que mes collaborateurs ils ont envie de faire la tête. Si j'arrive le matin en souriant, en étant positif, en étant optimiste, il ne faut pas s'étonner que mes collaborateurs ils ont envie de bosser. Je ne reçois que ce que je donne, sous en tant que patron. Moi, je suis patron depuis... oh, non, je n'ose pas le dire, c'est trop vieux. Et je sais que ça ne fonctionne que comme ça. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que quand je fais ça, je suis en train de travailler sur les émotions. Vous savez qu'à mon époque, on disait que les émotions, il fallait les laisser à la porte. Il y avait même un placard à l'entrée où tu mettais tes émotions. Tu fermais le placard, tu travaillais, le soir, tu repartais avec tes émotions. Non, ça ne marche pas. Les émotions, on les porte en nous. Je peux les cacher, mais pas à l'intérieur de moi.
Mon rôle de manager à moi, c'est de manager des émotions. Je l'ai entendu tout à l'heure au niveau du client, mais au niveau du collaborateur aussi. J'ai deux types d'émotions. J'ai les émotions limitantes, ce qu'on appelle les émotions de rejet. La haine, la jalousie, le ressentiment, la colère. Monsieur, madame, j'ai plus envie de vous suivre, moi. J'ai plus envie d'adhérer à votre projet. Si c'est constamment en train de me faire des reproches. Et à côté, j'ai les émotions dynamisantes. La bienveillance, le respect, le rire, le bonheur. La calinothérapie. Vous voyez? Ce sont les émotions d'adhésion. J'ai envie de vous suivre. J'ai envie d'être dans vos projets. On va se dire, ouais, ok, d'accord, très bien. Mais comment je fais pour avoir ces émotions? Ma pensée, ma façon de penser. Au quotidien. Soit au quotidien, je pense que je vais aller chercher le positif, je vais aller chercher l'optimisme, et je vais sur les émotions dynamisantes, l'énergie, l'action et le résultat. Soit au contraire, je pense constamment que c'est difficile, qu'on n'y arrivera pas, et là, je vais aller à l'échec. Vous savez, moi, mon métier, l'a dit tout à l'heure Mohamed, c'est de reprendre des boîtes. C'est pas de reprendre, d'aider les... Maintenant, ce n'est plus de les reprendre, c'est d'aider les gens à les gérer. Mais je vois tout de suite, avec le mindset du dirigeant, pourquoi il a ce résultat-là. Tout de suite. Alors voilà, c'est ça, l'optimisme. Alors, je voudrais vous donner cette parole du Dalai Lama qui est extraordinaire, qui nous dit « Fais attention à tes pensées, elles deviennent tes paroles ». Ah, je ne voulais pas le dire, ben, tu l'as dit. Fais attention à tes paroles, deviennent tes actes. Fais attention à tes actes, deviennent tes habitudes. On a toujours fait comme ça. Fais attention à tes habitudes, sur ton caractère. Fais attention à ton caractère et ton destin. Mesdames et messieurs, nos pensées, c'est notre destin. Si vous êtes satisfait de vos destins, ne changez pas vos pensées. Si vous n'êtes pas satisfait de vos destins, changez vos pensées. Alors vous allez me dire, ah, c'est un peu simple ce que tu dis là. C'est simple, mais tu sais, aujourd'hui, là, c'est compliqué. Et puis comment faire en sorte que quelqu'un qui est pessimiste le rende optimiste? C'est quasiment impossible. Moi, je sais bien, on me dit ça. On dit que quelqu'un qui est pessimiste, on ne peut pas le rendre. Alors, je voudrais, pour conclure, vous raconter une histoire familiale. J'ai 67 ans et j'ai une chance inouïe. J'ai une chance inouïe, c'est que j'ai encore mes parents. Ils ont 91 ans et 93 ans. Ils prennent leur retraite en Bretagne, je ne sais pas s'il y a des Bretons. Ah ben voilà, dis donc, hein. Donc dans le Morbihan, à côté de Vannes, à Damgand, voilà, elle connaît. Et ouais, écoute, ils ont la retraite Mitterrand, quoi. Vous savez la retraite Mitterrand? T'es parti à 60 ans à 100%. Le truc qu'on n'aura jamais, quoi. Hein? Donc ils sont en bonne santé, ils sont heureux et tout va bien. Et j'ai ma mère qui est un être extrêmement positif, optimiste, enthousiaste. Quand je téléphone, elle me parle de projets, elle me dit, tu sais, à Noël on va faire ça, puis pour les vacances on va faire ça, et puis je vais refaire le mur, etc. Mais surtout, tu dis pas à ton père, ça l'énerve. Vous avez compris que mon père, c'est l'inverse. Mon père, c'est quelqu'un qui est plutôt pessimiste, plutôt négatif. J'attends encore le premier compliment. J'attends encore le premier je t'aime. C'est comme ça. Mais c'est plus compliqué. Et donc, ils prennent leur retraite à Vannes, comme je vous l'ai dit, et l'hiver, on leur offre, moi j'habite Menton, on leur offre un studio à Menton parce que c'est plus sympa quand même, il fait chaud. Puis il y a du monde. Et puis il y a la mer. Et puis tout est à proximité. Alors ma mère est super contente. Et mon père, il fait la tête. Ben ouais, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a la mer, parce que tout est à proximité. Donc ça ne lui plaît pas. Et puis un jour, comme ça, on ne sait pas pourquoi, on le voit là, il y a 5 ans, on le voit complètement différemment. On dit, papa, on est vraiment content que tu sois comme ça. Ma sœur lui dit, oh, papa, qu'est-ce que je suis heureuse de te voir comme tu es. Il a cette réponse extraordinaire. Il dit à ma sœur, c'est à cause des conneries de ton frère. Mais c'est quoi les conneries de Jean-Philippe? Ouais, tu sais bien. Il te dit que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Il te dit que si tu veux être optimiste, tu peux être optimiste. Alors il dit, mais toi, tu n'y crois pas à ça. Et lui, il a un rituel. Il a un rituel, c'est que tous les jours, il écoute C'est dans l'air. Vous connaissez cette émission?
Et là, il y a 5 ans, le thème, c'est le bonheur. Nous, on se dit, là, on va pouvoir lui téléphoner, c'est sûr qu'il ne va pas l'écouter. Hein. Non, il l'a écouté. Et il y avait Frédéric Lenoir, le philosophe des religions, du bonheur. Et mon père dit à ma sœur, c'est fou, Frédéric Lenoir, il dit, comme ton frère. C'est sympa, il aurait pu inverser. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit, Frédéric Lenoir? Il dit que si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Qu'il suffit de relativiser, de regarder le monde différemment, de chercher le positif, de chercher les solutions. Et alors, il dit à ma sœur, je vais essayer de changer. 87 ans. Vous savez quoi? Il a réussi. Et des fois, il y a des rechutes. Hein. Mais il a réussi. Qu'est-ce que ça a changé, ça? Ça a changé qu'un être éminemment pessimiste, parce qu'il l'a voulu, il est arrivé à changer. Ma mère a perdu 15 kilos, parce que vous savez que le stress, ça fait grossir aussi. Et que quand tous les matins, vous entendez des reproches plutôt que des choses agréables, c'est compliqué. Ma mère qui a de l'oxygène a gagné 2 heures d'oxygène, d'autonomie d'oxygène. Et puis, depuis 5 ans maintenant, on passe Noël en famille, ce qu'on n'avait jamais passé depuis 30 ans, parce que ça partait en vrille, simplement, parce qu'il a voulu changer. Alors, dernièrement, ça a été les 90 ans de ma mère l'année dernière, et je vous raconte ça parce que ça me fait plaisir de vous le dire, ça m'émeut, et je pense que c'est un bel exemple de quelqu'un qui a envie de changer. J'avais invité la famille pour les 90 ans. On est allé partir au restaurant. Et dans la voiture, il me dit bon, je vais faire un discours. Ben, je dis ouais, c'est normal. Puis quelques kilomètres plus loin, il me dit je vais faire encore un discours. Je dis ouais, c'est normal, papa. Puis quand on arrive au restaurant, il dit je fais un discours. Il avait peur que je fasse un discours. Moi, je ne parle jamais en public. Ah, il fait un discours. Il se lève et il commence à raconter comment il a connu ma mère. Mais il emploie des mots qu'on ne l'avait jamais entendu dire. Des mots agréables. Il explique comment on est né, les circonstances, avec de jolies phrases. Lui qu'on a toujours entendu être négatif. Et puis à un moment, il se tourne vers ma mère, on le voit s'effondrer en pleurs, et il lui dit excuse-moi. Excuse-moi de tout le mal que je t'ai fait. Et il conclut par ce mot extraordinaire, que peut-être il n'avait pas dit depuis très longtemps. Je t'aime. Alors, vous voyez, les amis, ça, l'optimisme. Si l'optimisme permet... Mohamed, je sais que j'ai pressé, mais laisse-moi conclure. Si l'optimisme permet à un gamin de 27 ans de redresser une société, de créer un groupe de 350 salariés, si l'optimisme permet à des chefs d'entreprise de réussir, si l'entreprise permet à un homme, à la fin de sa vie, d'être beaucoup plus heureux, certainement, Mohamed, que l'optimisme peut changer le monde. Et donc, moi, je me suis donné une mission que je vous partage. Peut-être vous avez envie de la partager, cette mission. Si vous avez envie, soyez des ambassadeurs. Ma mission, c'est de construire un monde optimiste. Parce que je crois que le monde optimiste est un monde bienveillant. C'est un monde respectueux. C'est un monde de paix. Et je le fais au sein des entreprises. Et vous êtes des acteurs de l'entreprise. Soyez ces ambassadeurs d'un management différent, d'un management bienveillant, d'un management heureux, d'un management basé sur le bonheur. Et puis, ce que je crois, et ça sera ma conclusion, ce que je crois, c'est que l'entreprise a une mission aujourd'hui, c'est de redonner confiance au monde. Alors, je vous remercie de votre attitude, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite une très, très belle journée, je vous souhaite une très belle vie et à très, très bientôt. Merci beaucoup. Ouais. Jean-Philippe, je suis désolé, mais on t'a commandé un moto-taxi, pas un hélicoptère. Merci beaucoup. Et restons optimistes, effectivement, pour l'organisation de cet événement.
en temps habituel, quand on part à Marrakech, dans des conditions qui sont complètement différentes, il suffit d'un simple coup de téléphone pour que les gens se déplacent et se disent on est partant. Là, c'était assez compliqué. J'ai dû convaincre beaucoup de monde, rassurer beaucoup de monde de venir ici. On a eu un certain nombre de personnes qui avaient l'impression que la Terre s'était arrêtée de tourner, mais c'était leur vision des choses. Et on m'a dit jamais tu feras venir, tu rempliras les rimes cette année. Donc on a rempli les rimes cette année parce que je pense que on est positif, on est optimiste, c'est que la partie des personnes, en tout cas des directions qui sont positives et super. Jean-Philippe, merci beaucoup encore Jean-Philippe. Et beaucoup plus nombreuses qu'on le pense. Donc voilà. Alors on va accueillir un invité pour un talk avant de retourner aux ateliers. Il est directeur du développement publicitaire au sein de la Poste Innovation. Il a plus de 30 ans d'expérience dans les médias. C'est un spécialiste, évidemment, du média. Il est passé par Quanta, il est passé par TF1. Mais aujourd'hui, il va nous parler de RSE. Je vous demande d'applaudir Éric Trousset, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, heureusement que je suis d'un naturel optimiste parce que passer en talk juste derrière Jean-Philippe Ackermann, je suis rentré dans la salle tout à l'heure en me disant bon c'est sympa, mais plus les minutes passaient, plus je me disais oulala, ça va être un sacré défi. Donc soyez indulgents, vous allez essayer de suivre ces conseils, soyez indulgents, surtout qu'on va quand même changer de sujet. C'est vrai que comme l'a dit Mohamed, moi je suis plutôt d'une culture média, mais je suis venu vous parler de RSE. Pourquoi ? Parce que, et donc RSE au travers de la Poste, l'idée étant d'avoir un exemple, alors c'est un exemple un peu spécifique, j'y reviendrai, mais je pense que c'est quand même un sujet qui aujourd'hui doit animer l'ensemble des marketeurs. On ne peut plus concevoir finalement un marketing produit, un marketing des services, sans avoir une vision de responsabilité. Alors la Poste, vous connaissez l'entreprise. L'idée, elle est née sous Louis XI. Donc je ne vais pas remonter jusqu'à Louis XI. Je vais prendre quelques minutes, mais justement, on va plutôt se projeter dans le futur proche. Vous le voyez, j'espère, à la fois en tant que marketeur, si vous utilisez des services de la Poste, mais aussi en tant que client, c'est une entreprise qui est en pleine transformation. Le métier natif, donc celui qui est né sous Louis XI, le transport de lettres, est en repli. On estime perdre près de la moitié des volumes en 10 ans. Certes, le colis progresse, mais aujourd'hui, toutes les activités postales sont en concurrence. Il est loin le temps où la Poste était gérée sur un nuage, totalement sans concurrence. Aujourd'hui, toutes les activités, même le courrier d'ailleurs, sont des activités concurrentielles. L'orientation de cette transformation, elle va vers le monde des services. Bien évidemment, ça reste une entreprise industrielle, mais les services, notamment les services à la personne et les services aussi aux entreprises, sont en des axes de développement. Néanmoins, le parti pris de notre président, c'est de se dire que cette transformation ne se fera pas sans un axe très fort autour de la RSE. Et on a d'ailleurs, depuis quelques années, une direction de la responsabilité sociétale qui est vraiment à côté du président et qui finalement irrigue et aide l'ensemble des divisions de la Poste à concevoir finalement un développement des offres qui soit réellement RSE. C'est un long chemin, c'est un chemin qui est pavé d'embûches parce que bien évidemment, même si la Poste est une entreprise de service public, il y a des financiers. On a un actionnaire qui d'ailleurs depuis 1 an est la Caisse des dépôts et effectivement il faut rendre des comptes comme n'importe quelle entreprise d'un point de vue financier. Et parfois c'est vrai que concevoir ou éco-concevoir une offre ou un service peut se heurter à des problématiques de coût. Mais néanmoins tout le monde y est confronté. Ce qui est important c'est que derrière la RSE il y a aussi une motivation
de l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est un point particulièrement important. L'optimisme, j'y crois effectivement, bien évidemment, mais il y a aussi finalement toutes les valeurs que l'entreprise va devoir embarquer avec ses salariés, a fortiori quand il y a une transformation. Vous imaginez une boîte qui a quand même vécu sur certains acquis dans ses activités, qui est obligée de se transformer, c'est se transformer ou mourir. Quand vous perdez en 10 ans la moitié de votre volume d'activité sur la partie courrier, il est vital de se transformer. Donc c'est une manière finalement d'embarquer au travers de valeurs fortes, mais de valeurs qui soient réelles. C'est pas simplement joli dans les plaquettes, et c'est vraiment partout au quotidien, et tous les managers sont fortement impliqués. Ce que je voulais vous dire, c'est bien évidemment, c'est pas simple, mais ça repose aujourd'hui sur 3 piliers dans la stratégie. Le premier pilier, c'est la cohésion sociale et territoriale de la Poste. Alors, vous croiserez bien sûr des élus locaux qui vont vous dire bah, le bureau de poste dans mon village a fermé. Aujourd'hui, il y a encore, et on maintient 17 000 points de contact. Alors, certains, effectivement, se transforment de bureau de poste en accueil au travers d'une maison de service public. Il y a des buralistes aussi qui peuvent être, ou même des supérettes qui peuvent être finalement des revendeurs de certains services postaux. Ils ne feront pas la banque, bien évidemment, mais en tout cas, d'un certain nombre de services. Et cette transformation, elle conserve ce maillage territorial qui est absolument unique et qui donne à l'entreprise une valeur très forte. Ce sont les services de proximité. Cette année, les facteurs auront distribué, enfin cette année, à la fin de l'année 2020, les facteurs auront distribué plus de 800 000 repas essentiellement à des personnes âgées ou à des personnes en situation de handicap, au travers de contrats qui se négocient au niveau local, au niveau des collectivités locales. Et ça fait partie de cette transformation, donc tout ce premier pilier qui est cette cohésion et qui est un pari. Certains acteurs postaux ont fait le pari finalement de la rétractation, de l'attrition. Puisque j'ai moins de volume à distribuer, le facteur va passer moins souvent. Au Canada, dans certaines zones, le facteur il passe 2 fois par semaine. Royal Mail au UK voudrait supprimer la tournée du facteur le samedi. Le pari français, c'est de se dire on va maintenir le passage 6 jours sur 7, mais en revanche, on va occuper le facteur avec d'autres solutions, et notamment des services à la personne qui vont justement permettre de contribuer à cette cohésion sociale et territoriale. Le deuxième pilier, c'est bien sûr la transition écologique. La Poste est un des acteurs qui a le plus grand parc de véhicules électriques au monde. On l'a été longtemps, mais à un moment donné, de toute façon, où les Chinois, ne serait-ce que par la taille, nous dépasseront. Mais là aussi, l'équipement en véhicules électriques fait partie de la stratégie. Tous les centres de tri, les bureaux qui sont gérés par une de nos filiales qui s'appelle la Poste Immo sont équipés en l'électricité 100% verte. Et donc là encore, c'est un choix, je dirais, stratégique. Et on monte en puissance, je dirais, sur la partie écologique. La Poste est neutre en carbone depuis 2012. Peu de gens le savent, c'est dommage, ça c'est un problème de communication. Mais cette neutralité carbone, quand on n'arrive pas à réduire nous-mêmes nos impacts, eh bien on investit dans des programmes en France ou à l'étranger. Et puis le troisième pilier, c'est le numérique, parce que la transformation, bien évidemment, même si l'humain reste au cœur de la stratégie, la transformation numérique, elle devient vitale. L'activité numérique de la Poste dépasse dorénavant près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur 25. Mais derrière le numérique, c'est par exemple une charte data qui embarque toutes les solutions que la Poste peut proposer aux particuliers ou aux entreprises. C'est l'hébergement des données en Europe. On rêverait de le faire 100% en France. Pour l'instant, c'est en Europe, mais pas au-delà. Et c'est des solutions, je dirais, hyper sécurisées, de coffre-fort, etc. Et donc, tout est pensé justement dans cette transition numérique pour une valeur fondamentale que celle de la Poste, qui est la confiance. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a la conviction, et je l'ai à titre personnel, que cette transformation d'une entreprise de près de 250 000 personnes, donc c'est pas simple,
Elle passe bien évidemment par de l'innovation, au niveau des offres, mais elle passe par finalement une prise de conscience qu'en tant qu'entreprise, on a une véritable responsabilité sociétale, environnementale, mais aussi sociétale. Je passe sur la parité, etc. Et c'est vraiment tout ce qui finalement contribue, en tout cas c'est notre souhait, à une transformation réussie et visible auprès de nos publics, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Eric. Attendez, je vais parler avec mon masque. Ça a changé un petit peu. Eh bien, écoutez, on va retourner aux ateliers. N'oubliez pas de voter ceux qui n'ont pas voté à la fin des sessions, s'il vous plaît. N'oubliez pas de voter. Donc, on repart sur les ateliers. Vous avez tous vos ateliers dans vos applications. Je vous souhaite une excellente après-midi. Puis, on se revoit tout à l'heure pour une pause. Et puis, en soirée, un cocktail. Vous aurez du temps libre avec un barbecue qui nous est offert par Weber et Companeo et Innovcom. Merci beaucoup, Rachel. Et puis, on aura un petit groupe de musique ce soir et la soirée de Galia avec une nouvelle plénière sur le retour d'expérience des héros du confinement avec Serge Chapin, Serge Papin, pardon, Sapin, oula, vous gardez ça ici, ça reste ici, Serge Papin, donc Serge Papin, ancien CEO de Système U, Nicolas Sekaki, le numéro 1 d'IBM, et chez InVivo, c'est qui finalement qui sera là? C'est... Hop, ils sont là. Rachel? C'est le CDO, c'est ça. Et voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, bon après-midi, à tout à l'heure. Merci beaucoup.